Nel macroscopio. Alors bonjour, aujourd'hui je vous parle de la fonction exponentielle moins 1 sur x2. Donc là, vu les notions qu'on va aborder en jongle entre terminal et L1, c'est-à-dire maths sup, bon les variations ça va, c'est peut-être fait au bac, le prolongement c'est compréhensible, c'est quand même plus une notion L1. La convexité c'est au programme du bac. Les dérivées successives, alors bon là, un élève de terminal peut comprendre, mais dans la pratique, dans la difficulté calculatoire un peu, et surtout dans la récurrence qu'on va mettre en place, c'est quand même plus niveau L1, développement limité DSE, donc là, développement limité niveau L1, 2, DSE, là on passe niveau L3. Alors, c'est parti, donc d'abord je vais la définir, hein, soit j'ai envie de l'appeler phi, de R étoile dans R, définie par phi de x égale ça, exponentielle de moins 1 sur x2. Alors, je parle des variations. Phi prime de x, ça va aller assez vite à faire. Hein. Ça va faire 2 sur x3. E moins 1 sur x2. Avec un signe assez facile à déterminer. On obtient ceci. Et puis, en 0, effectivement, ni f' ni f. Alors, f', c'est peut-être plus difficile à voir. Mais en tout cas, f n'est pas défini. Voilà, pour f', en théorie, on a du 0 sur 0. Bon. Donc, voilà le tableau de variation classique qu'un élève de terminale peut faire. Alors maintenant, ce qui nous intéresse, c'est de savoir ce qui se passe en 0. Parce que la limite va être finie, et donc on va faire ce qu'on peut appeler un prolongement. C'est parti pour le prolongement. Donc, si x tend vers 0, alors, moins 1 sur x2 tend vers moins l'infini. Donc, exponentielle moins 1 sur x2 tend vers 0. Alors, je fais une petite remarque. C'est que, vous voyez, on est passé de la fonction moins 1 sur x2 à la fonction exponentielle de moins 1 sur x2, mais finalement, est-ce qu'on n'aurait pas pu faire ça pour les variations? Est-ce qu'on n'aurait pas pu dire, intéressons-nous à la fonction moins 1 sur x2 et déduisons-en les variations de la fonction e moins 1 sur x2, et donc éviter de passer par une dérivée. C'est-à-dire, finalement, est-ce qu'on n'aurait pas pu partir de notre fonction x2 bien connue depuis la classe de seconde, donc cette fonction bien connue, qui décroît et qui croît, et qui en 0 a pour valeur et non pas pour limite 0. Voilà, très bien. Donc maintenant, si je fais 1 sur x2, je vais avoir les variations contraires. Une fonction positive qui décroît, son inverse est croissant. Et si je fais moins 1 sur x2, le contraire du contraire, c'est le mouvement de base. Et donc, j'obtiens aussi quelque chose qui descend et qui monte. Bon, je ne remplis pas cette ligne pour ne pas surcharger. En 0, ici, le 1 sur x2 va faire plus l'infini, donc le moins 1 sur x2 va faire moins l'infini. Voilà. Donc ici, évidemment, pour moins 1 sur x2, 0 est une valeur interdite. Tandis que pour x2, non, c'est une valeur comme une autre. Et maintenant, du coup, comme l'exponentielle est une fonction croissante, je vais pouvoir dire, tout simplement, affirmer que les variations sont les mêmes et me demander quelle va être la limite ici, du coup, et je sais qu'elle va faire 0. Voilà, on m'a dit. Mais ce que je veux dire par là, c'est que quand on a l'exponentielle de quelque chose, on n'est pas obligé de faire une dérivée. Donc, pour étudier les variations d'une fonction f égale exponentielle g, il suffit d'étudier celle de g. C'est pas la peine d'alourdir en faisant la dérivée de f qui va être égale à g' fois eg, eg étant positif, donc f' sera du même signe que g'. C'est pas la peine d'écrire tout ça et de se trimballer. Alors, vous voyez, si j'écris phi' égale tout ça, c'est pas très gros, mais si vous avez exponentielle d'un gros truc, dans l'écriture de la dérivée, vous allez vous trimballer un gros truc. Autant de dire que les variations sont les mêmes. Voilà. Et donc, comme ça, on peut passer directement de cette ligne à celle-ci, si l'on veut. Aussi, c'est une autre manière de rédiger. Néanmoins, nous aurons besoin quand même de la dérivée pour la convexité. Alors, donc ici, on a dit ça. Donc, maintenant, on pose phi tilde, et on va définir une fonction par morceau, et on dit que ça fait phi de x si x différent de 0, et 0 si x égale 0, sur phi de 0 égale 0. Et ce faisant, on a une fonction continue en 0, donc continue sur R, puisque ailleurs, évidemment, c'est une composition de fonctions continues, elle est continue partout.
dérivables aussi, je l'ai même pas dit, hein, les dérivables partout, sauf en 0. Et finalement, le prolongement en fait une fonction continue en 0. En dérivable en 0, on ne sait pas encore. Continue. Donc, on la notera phi par abus de langage. On va identifier phi avec sa prolongée. Voilà. Donc, désormais, phi, c'est cette fonction-là prolongée par 0 en 0. On va pouvoir étudier la convexité. Donc, la convexité, c'est un peu pour le fun, hein, c'est pour le plaisir de voir comment ça marche et puis déjà de faire une dérivée seconde, puisque notre but, hein, c'est d'arriver à la dérivée énième. Ça nous permet de voir un peu comment ça se passe. Alors, la dérivée seconde, donc ça va être la dérivée de ça. Et pour la dérivée de ça, ben, on va appliquer un u'v plus uv'. Alors, je vais le faire et je vais directement factoriser par l'exponentielle. Donc, ça va faire u'. Alors, je fais des copier-coller. U', ça fait 6 sur x4 avec un signe moins, hein, fois v, donc fois l'exponentielle, plus u fois v'. Alors, je vais regarder, donc j'ai une mise au même dénominateur possible ici, hein. Alors, c'est 1 sur quoi? Ben, 1 sur x6. Qu'est-ce que j'ai en haut? Ben, là, j'ai 2 au carré qui fait 4, moins 6x2. Donc, voilà ma dérivée seconde. Alors, on va pouvoir faire le tableau de convexité. Avec 4 moins 6, alors, ce qui aurait été pertinent ici, c'est de factoriser par 2 quand même, hein. Et donc, on peut dire qu'à ce moment-là, 2 moins 3x carré égale 0 équivaut à x égale plus ou moins racine de 2 tiers. Et on a donc notre tableau de convexité. Donc il faut bien voir que tout est positif. Ceci est positif, ceci est positif. Il n'y a que lui qui change de signe. Donc là, on est dans un moins plus moins. Donc voilà la courbe ici sur GeoGebra. Donc je tape les endroits où on a le changement de convexité. Et c'est là. Et donc ici, on voit que c'est convexe. C'est comme un U, le point d'inflexion. Et là, c'est concave. Alors, on peut remarquer, si l'on a envie de s'amuser, remarque phi est de la forme exponentielle g. Donc, phi prime, eh ben, ça fait quoi phi prime? Ben, c'est phi prime, ça fait g prime exponentielle g. Donc, phi seconde, c'est bien de s'amuser à faire des choses comme ça. Donc, on fait u' v plus uv'. Eh bien, donc, ça va nous faire g u'v, g seconde fois v fois l'exponentielle que je mets en facteur, plus u, donc g' fois v'. C'est-à-dire que du coup, j'ai du g' au carré. Voilà, vous pouvez vérifier que ça marche ici, et c'est ce que l'on a. Alors, si on voulait généraliser ça à la dérivée troisième, ça serait quand même un petit peu compliqué. Donc, si on voulait avoir la dérivée troisième, il faudrait prendre ça et le dériver une troisième fois. Donc là, il faudrait prendre lui et le dériver une troisième fois, plus la dérivée de lui qui ferait 2 g', g seconde, la dérivée de u carré, c'est 2u', hein, 2 g', g seconde, plus, qu'est-ce qu'on a ensuite? Eh bien, ensuite, on a g seconde fois g', donc ça va nous faire 3 ici, plus g' au cube. Alors, on peut s'amuser si on a envie de généraliser. Encore une fois, c'est pas dit que ça donne quelque chose d'efficace, mais c'est comme ça que ça marche aussi, les maths, hein, c'est en cherchant. Donc, si on généralise encore une fois, ben, on va avoir tout ça fois g' plus la dérivée de tout ça. Alors, je vais utiliser le copier-coller. Donc là, je vais faire la dérivée de tout ça. Donc, ça fait G4 ici. Donc, ça va nous faire du 3 G', G tierce plus 3 G seconde au carré plus 3, alors là, c'est extrêmement long, hein, G seconde G' au carré plus ici, on multiplie par G', G' fois ça, plus 3 G' au carré plus G' puissance 4. Alors, ce qui paraît régulier, c'est là, le G' puissance 4, le G dérivé quatrième ici, ok. Après, ici, on a du G seconde fois G' au carré. Et on a aussi là du G seconde fois G' au carré. Donc, ça va faire fois 6. On a tout un tas de choses, donc ça ressemble même pas à du coefficient binomial. Ça ressemble un peu à rien, en fait. Voilà. Alors maintenant, on va aborder quelque chose, une manière plus constructive de faire les dérivées successives.
de manière plus constructive, parce que nous, qu'est-ce qui nous intéresse en fait? C'est de montrer, ce que je veux montrer, c'est que phi est dérivable autant de fois qu'on veut en zéro, parce qu'ailleurs c'est évidence même, elle c'est infini. Donc elle est dérivable autant de fois qu'on veut en zéro, et la dérivée vaut zéro. Donc voilà ce qu'on va démontrer. Montrons que pour tout n positif, eh bien on a phi nème de 0 existe déjà, parce que c'est pas évident, et vaut 0. Et pour cela, montrons la propriété Pn. Donc la propriété Pn, elle dit quoi? Eh bien, elle dit que la dérivée nème de x, donc en x différent de 0, la dérivée nème de x égale un polynôme fois exp moins 1 sur x2, où Pn est un polynôme. Voilà la propriété Pn, et on va démontrer qu'elle est vraie. Alors, P0 est vrai, P1 est vrai, on l'a déjà vu, on a même fait P2. Hein. Alors évidemment, dans ce que j'écris, ce qui ne va pas, c'est Pn de 1 sur x. Hein. Parce que par exemple, bon, pour P0, ça ne change rien, puisque c'est 1, c'est un polynôme constant, donc peu importe, la variable. Pour la dérivée, eh bien, on obtient quoi? 2 sur x au cube. Donc 2 sur x au cube, c'est un polynôme en 1 sur x. C'est le polynôme x au cube appliqué à 1 sur x. Bon. Pour phi seconde, donc exemple, eh bien, on a P0 de x égale constante égale 1, et P1 de x égale, donc le polynôme, on a dit que c'était 2 sur x au cube. Donc c'est 2x au cube. Comme ça, quand vous l'appliquez en 1 sur x, ça fait 2 sur x au cube. Et P2 de x eh ben, est égal à, mais on remplace 1 sur x par x, là, hein, donc ça nous fait ici 4x6 moins 6x4. Ce qu'il faut dire en fait ici, c'est qu'on s'en fiche complètement des coefficients et du degré de Pn. Ce qui nous intéresse, c'est que Pn existe, parce que par croissance comparée, on dira que la limite de cela vaut 0. Alors, du coup, l'initialisation est évidente. Hein, pour P0. Alors, on n'est pas obligé d'initialiser en plusieurs points, hein, mais bon, ça fait toujours du bien voir calcul ci-dessus. Si on faisait en toute rigueur une démonstration avec l'économie de temps et d'énergie, on dirait juste P0, puisque l'hérédité va marcher dès P0. Alors, hérédité. Eh bien, pour faire l'hérédité, il suffit de faire quoi? Eh bien, il suffit de montrer que eh bien, la dérivée de ça, donc j'utilise la notation prime, il n'y a qu'une seule variable, est aussi de la forme eh bien, un polynôme 1 sur x fois moins 1 sur x2, finalement. Pn-1, Pn plus 1 étant juste le nom qu'on lui donne. Hein. Donc, en fait, il suffit de montrer pour l'hérédité que si j'ai n'importe quel polynôme ici, pour tout polynôme P, on a ça de la forme, eh bien, on va l'appeler Q, par exemple, ici, Q, avec Q, un autre polynôme. C'est pas la partie la plus difficile de la démonstration, loin de là, parce que ça utilise une formule de la classe de première qui est U'V. Donc, or, ceci c'est égal à quoi? Ben, ça fait la dérivée de ça. Donc, la dérivée de ça, ça fait moins 1 sur x2 fois P' de 1 sur x. Ok, ensuite, on va avoir plus, on fait maintenant UV', 2 sur x3 fois P de 1 sur x, et le tout fois l'exponentielle. Voilà, on obtient ça. Bon, bah ça, c'est un polynôme. Et ça peut s'écrire, eh bien, Q de 1 sur x. Avec Q, c'est quoi, du coup, le polynôme Q? Eh bien, Q, ça va être moins x2 Q' de x plus 2x3
Q de X. Parce que vous voyez que, pardon, j'ai mis Q, c'est pas du tout Q, c'est P. Voilà. Pourquoi? Ben, parce que si je prends Q de 1 sur X, ça me fait moins 1 sur petit x carré fois P' de 1 sur X, tac, plus 2 fois, si je prends toujours grand X égale 1 sur X, hein, 1 sur X au cube, donc 2 sur X au cube, tac, fois P de 1 sur X. Voilà, donc ça fait exactement ça. Voilà, donc ça, cette quantité-là, c'est, elle peut s'écrire Q fois l'exponentielle finalement, avec Q un autre nombre, peu importe. Et donc du coup, l'hérédité est acquise, parce que si vous supposez l'hypothèse de récurrence ça, eh bien, quand vous dérivez, pour essayer d'établir la propriété Pn plus 1, vous avez bien que la dérivée n plus unième, c'était un autre polynôme en 1 sur x fois ça. Voilà. Donc du coup, l'hérédité est acquise. Alors maintenant qu'on a montré cette propriété-là, on va revenir à notre assertion ici. Donc pour que tout soit plus clair, je vais énoncer ça sous forme d'une proposition, et je vais énoncer l'autre sous forme d'un lemme. Voilà. Comme ça, c'est un peu plus clair, c'est en mode un peu court. Donc, j'ai ma proposition principale que je veux montrer, j'ai mon lemme, c'est-à-dire un sous-résultat que je veux utiliser. Ça, c'est la démonstration du lemme. Tac. Et maintenant, je vais revenir. C'est là qu'on voit que toute cette présentation LaTeX, là, ça aide quand même beaucoup à la présentation, à la compréhension, pardon. Et maintenant, on va faire démonstration de la proposition, donc celle-ci. Voilà. OK. Eh bien, il faut voir comment on passe de la dérivée en un point x différent de 0, parce que c'est bien ça qu'on a, hein, là on a la dérivée, en un point non nul, et on veut en déduire la dérivée en 0. Alors, on va faire une récurrence, utiliser le théorème de L'Hopital. Voilà, donc du coup, ça c'est vrai pour n égale 0, hein, cette proposition-là. Alors, on ne va pas l'appeler Pn, donc il faut lui donner un autre nom. Donc, nommons Qn, par exemple, la proposition. Alors peut-être pour ne pas confondre avec le Q qu'il y a, je vais faire autre chose. Donc Z. Pourquoi pas Z? Allez. Nommons Zn la propriété, propriété, la proposition c'est pareil, la propriété ça. Voilà. Alors, donc Z0 est vrai. Alors Z0 est vrai, pourquoi? Parce que pour Z0, alors pourquoi Z0 est vrai? Parce que phi de 0 existe. On l'a défini comme ça. Et maintenant, on va utiliser le marquis de L'Hopital pour l'hérédité. Supposons Zn vrai, c'est-à-dire que on suppose que vraiment, on a cette égalité-là, que ça serait égal à 0. Alors, que nous dit le marquis de L'Hopital? Donc, le résultat bien connu de L'Hopital nous dit que si f continue sur un intervalle, peu importe la valeur de mu, hein, est dérivable dans moins mu 0 union, c'est-à-dire qu'on ne sait rien pour 0, évidemment, c'est ça le truc, hein, voilà. Et si la limite, quand x tend vers 0, pour x différent de 0, de f' de x existe et vaut L, alors f' de 0 existe et vaut L. Et donc, c'est ce résultat bien connu de L'Hopital qui va nous permettre d'enclencher l'hérédité. OK? Alors, ici, on sait que pour toute valeur de n, on a la limite quand x tend vers 0, différent de 0, de phi dérivée n de x égale 0 par croissance comparée. Peut-être qu'après, on va détailler un peu ces croissances comparées, mais là, on va pas perdre le fil.
Donc, grosso modo, un polynôme fois exponentiel, exponentielle n'importe. Alors là, je suis très général et pas du tout précis, mais on va faire après la précision. Alors, on sait qu'on a ça. Très bien. Donc, nous avons, nous allons utiliser l'hôpital en posant. Donc, appliquons ce résultat bien connu en posant f égale phi dérivée n-ième. Vous voyez que elle est continue en 0 par hypothèse de récurrence. Par hypothèse de récurrence. Puisque la propriété Zn nous dit que phi n de 0 égale 0. Or, on sait que la limite en 0 vaut 0 toujours pour tout n. Et le fait que phi n de 0 ponctuellement soit égal à 0, ça c'est l'hypothèse de récurrence. C'est supposons que Zn est vrai. Voilà. Eh bien, d'après ça, on a que si cette limite existe, du coup, elle existe, hein, puisque ça c'est vrai pour tout n, eh bien alors on nous dit qu'f', mais f' c'est phi n plus 1. Eh bien alors on a phi dérivée n plus 1 qui existe en 0 et vaut 0. Voilà. Et donc on a démontré ça. Alors, comment exploiter un peu plus ces croissances comparées là? Donc pour exploiter mieux nos croissances comparées, il faut montrer que, donc remarque, pour mieux rédiger cette histoire de croissance comparée, on devrait montrer un peu plus formellement, en rédigeant un peu plus, quoi, hein, que la limite quand x tend vers 0 de p de 1 sur x, e moins 1 sur x2, égale 0. Alors pour cela, on pourrait poser par exemple y égale 1 sur x, et notre limite devient, si on pose y égale 1 sur x, et bien notre limite devient, alors du coup, y, il tend vers par exemple plus l'infini, parce que s'il tend vers moins l'infini, ça fait la même chose. Ici, on a y, et ici, on a e moins y2. Or, ça, on le sait. Voilà, vraiment, ça, on le sait. On n'a même pas besoin que y soit au carré dans l'exponentielle. C'est vraiment un résultat très classique. Et c'est vrai en moins infini grâce au carré aussi, qui est bien connu quand même. Alors, on peut toujours donner des détails supplémentaires, mais là, on revient à la définition de l'exponentielle et tout. Alors, maintenant, on va passer au DL. Parce que là, il y a un truc à comprendre. Donc ici, pour le DL, qu'est-ce qu'on va dire? Ben, on va dire f, donc phi, est dérivable à tout ordre, donc admet un DL à tout ordre en 0. Alors qu'est-ce qui donne ce DL en fait? Est-ce qu'il va être compliqué ce DL? Il va dire phi de x égale. Donc vous connaissez le DL, hein, c'est phi de 0 plus phi prime de 0 fois x plus etc. Et puis à la fin, on arrive à, donc c'est le Taylor, hein, on prend une série de Taylor et on lui met un reste. Donc Taylor-Young, c'est ça un DL. Et donc on met phi n de 0 fois xn sur n factoriel. Donc après on a un reste, petit taux de xn, on peut dire aussi grand taux d'xn plus 1. Voilà. Mais ici, qu'est-ce qui devient ce DL? Il devient quelque chose de totalement inutilisable. Il devient que, en fait, tout ça c'est nul. Et donc le DL devient juste que phi de n égale petit taux d'xn. Donc ça veut dire que phi de x en 0 est un petit taux d'xn pour tout n, c'est-à-dire qu'il est négligeable devant n'importe quel polynôme. C'est ce qu'on pourrait appeler la force écrasante de l'exponentielle moins 1 sur x2. Alors maintenant, on va parler de développement en série entière pour conclure cette vidéo. Donc une fonction f définie dans un voisinage. Alors une fonction f, on va dire définie dans un voisinage de 0, est dite DSE. Donc DSE, ça veut dire développable en série entière. Ça veut dire en fait, une SE, une série entière, c'est un développement limité poussé à l'infini. Donc au lieu qu'il y ait un reste, on pousse la série jusqu'à l'infini. Si et seulement si, eh bien, il existe mu positif. C'est-à-dire on a un petit intervalle tel que dans mu positif et une suite à n de nombres réels, hein, tel que, eh bien, quel que soit x dans le voisinage autour de, pas le voisinage de départ où elle est définie, mais
un certain voisinage, peut-être plus petit, moins mu. Donc, il dit DSE en 0, bien sûr. Hein. Si et seulement s'il existe, je vais l'écrire en toutes lettres, hein, c'est quand même plus joli. Il existe un réel mu et une suite à n, tel que tac, eh bien, on a f de x coïncide avec la série jusqu'à l'infini de AK xk. Alors, on va tout de suite donner des exemples avant de continuer. Donc là, on a quel que soit x appartenant à R exponentielle x égale la somme des xn sur n factoriel. Alors, si je veux être cohérent avec ce que j'ai écrit avant, je vais mettre k. Donc, somme des xk sur k factoriel. C'est vrai pour tout x réel. Hein, on dit que l'exponentielle a un rayon de convergence infini. Et quel que soit x appartenant à moins 1, 1, eh bien, on a 1 sur 1 moins x égale somme de xn. Donc, vous pouvez voir un peu quelle est la suite. Donc, je vais appeler ik ak. Hein. Quelle est la suite AK? Donc ici, c'est quoi la suite AK? Ben, c'est 1 sur K factoriel. Et ici, c'est quoi la suite AK? Ben, c'est 1. Voilà. Alors, en pratique, si f est DSE en 0, alors f est infiniment dérivable et quel que soit k supérieur ou égal à 0, ben on a une identité sur AK. Puisque cette série est censée être la série de Taylor, AK c'est censé être f dérivée énième en 0, alors dérivée km, hein, pardon, sur k factoriel. Voilà ce qui est censé être AK. Voilà. Alors ici, il faut bien remarquer que là, la factorielle k tend beaucoup plus vite vers l'infini que xk, donc la fraction devient tellement petite quand k est grand que on peut comprendre intuitivement pourquoi, même si x est grand, ça marche. Et là, par contre, bah, évidemment, vous voyez que si x vaut 1, bah, si x vaut 1, on somme 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 jusqu'à l'infini, donc c'est infini. Et de même, on le voit ici, parce que si x vaut 1, bah, ça fait 1 sur 1 moins 1 sur 0. Si x vaut moins 1, on obtient cette série un peu biscornue qui est 1 moins 1 plus 1 moins 1 plus 1 moins 1 plus 1, qui est parfois présentée par un paradoxe quand on ne connaît pas trop les séries, en disant, mais un terme sur 2, ça fait 0, un terme sur 2, ça fait 1, donc 1 égale 0, etc. Bon. Donc ici, si on remplace par moins 1, ben, vous avez enfin la résolution de ce paradoxe, c'est que 1 moins 1 plus 1 moins 1 plus 1 moins 1 égale 1 demi. On remplace un x par moins 1, voilà. Donc bien sûr, je plaisante, c'est pas une égalité. C'est juste que c'est pas vrai en moins 1, puisque cette série n'est pas définie, ça n'a pas de sens. Voilà, c'est ça qui est beau dans les séries entières, c'est que une série qui n'a pas de sens, ben, c'est en quelque sorte la moyenne de la série, voilà, si vous voulez. Voilà. Bon, en tout cas, ça c'est pour mu égale 1. Ici, vous voyez, notre mu, c'est l'intervalle ouvert où c'est défini, et là, mu égale l'infini. Mon mu s'appelle, le plus grand mu possible s'appelle le rayon de convergence. Peu importe. Alors, donc, il y a des fonctions qui s'écrivent comme ça. Alors, mais on pourrait dire, mais en fait, n'importe quelle fonction, alors ça, c'est le gros truc, là, attention. N'importe quelle fonction infiniment dérivable, c'est-à-dire n'importe quelle fonction qui admet un dl à l'ordre qu'on veut, en 0, eh bien, on pourrait l'écrire en série entière. Il suffit d'écrire la série du rayon de la série de Taylor. Voilà. Eh bien non. Et donc ici, on a un exemple à vraiment connaître pour notre fonction phi qui a x, on le rappelle, envoie moins 1 sur x2, donc prolongé en 0 par la valeur 0. Eh bien, on a ceci qui est nul pour tout cas. Or, on ne trouvera aucun mu positif tel que, et attention, je vais recopier-coller ça. Alors maintenant, je vais recopier-coller tel que, quel que soit x dans mu, f de x, donc c'est phi, égale somme des AK, ils valent combien les AK ici? Ben 0. Et donc, la somme des 0 fois k jusqu'à l'infini, vous prenez 0, vous l'ajoutez une infinité de fois, ben ça fait toujours 0, hein, puisque vous prenez la valeur 0, vous l'ajoutez une infinité de fois.
eh bien, on ne trouvera aucun intervalle ouvert autour de 0 tel que phi est nul, surtout l'intervalle. Parce que vous avez vu que phi, elle a beau être très aplatie, c'est une vue de l'esprit. Parce que si vous zoomez, vous voyez bien qu'elle n'est pas du tout plate. Elle ne vaut pas 0 de manière constante quelque part. E moins 1 sur x2, ça ne saurait être nul. À part en x égale 0, c'est une limite. Mais sinon, si vous prenez même x égale 1 milliardième, ça ne fait pas 0. Ça fait un nombre très petit. Donc, on peut s'en convaincre en zoomant là. Et si on zoome, eh bien, on va s'apercevoir que, en fait, si je zoome en décollant un peu les échelles, en désolidarisant x et y, on va s'apercevoir qu'en désolidarisant les échelles, on va voir que la fonction se décolle en fait, mais il faut aller très très loin, parce qu'elle tend vraiment très 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 vite vers 0. Vous voyez? Là, je suis à 10 moins 9 en ordonnée, et je vois toujours pas la courbe rouge se décoller. On se demande jusqu'où il va falloir aller. Parce que là, je rappelle que ici, donc je vais être obligé de zoomer comme ça, pour qu'on voit quelque chose, voilà. Donc là, en 0,1 par exemple, on est en exponentielle moins 100, et l'exponentielle tend tellement vite vers 0 qu'on n'arrive pas à le voir se décoller en fait. Je n'arrive plus à ici j'ai atteint la limite de GeoGebra, je crois. Voilà, donc on n'arrive pas, mais vous imaginez qu'elle n'est pas plate. Voilà, elle est juste tellement collée à 0 qu'on n'arrive pas à la séparer. Et donc ici, on va dire que, eh bien, on peut pas écrire cette phi, on peut l'écrire en développement limité, ou faire son développement limité, qui est nul, c'est juste un reste. Mais on peut pas écrire la série infinie de Taylor. On peut pas dire qu'elles coïncident toutes les deux sur un ouvert. Et donc, ça, c'est un exemple. Donc, contre-exemple de fonction infiniment dérivable en 0, mais non DSE en 0. Voilà. Donc ça, c'est sûr, vous le trouvez dans le Hochkorn. Hochkorn, qui s'appelle les contre-exemples en mathématiques, que tout étudiant en maths ou enseignant supérieur va absolument avoir, c'est incontournable. Et c'est sûr qu'il est dedans. Enfin, j'ai pas vérifié là, mais c'est sûr qu'il est dedans. Et voilà ce que je voulais dire sur cette fonction. Donc, on est allé un peu loin. On est parti de notions assez simples et on est allé assez loin dans les concepts. Abonne-toi.